On va passer à la dernière table ronde. Obésité, anorexie, le poids des mots. Par là, avec monsieur Sébastien Auger, qui sera le modérateur, chef de service de pédiatrie à Corbeil-Essonnes, président de de la SPSA. Avec Solène Arnulf et Catherine Lacoste d'une des cliniques de la Fondation Avance. Avec Nathalie Godard, pédopsychiatre à la Fondation et PU à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis avec Anne-Sophie Joly, présidente du Conseil national des associations d'obèses. Bonjour à tous, nous arrivons à la fin d'une journée qui a déjà été passionnante. J'espère que cette dernière table ronde sera du même niveau et on va essayer de tenir le temps pour vous libérer à peu près dans les temps prévus. Obésité, anorexie, le poids des mots, dans le trop peu, dans la restriction, dans la perte de contrôle. On va laisser la parole aux uns et aux autres et on va commencer avec Madame Joly, qui est présidente du collectif national des associations d'obèses. Alors, bonjour à tous. On a la mission de tenir tous les interlocuteurs avec questions-réponses en 32 minutes. Je vois qu'on a déjà perdu du monde, donc on va essayer de survivre. Merci d'être encore présents. Alors, juste pour l'entrée en matière, vous pouvez vous dire pourquoi finalement une patiente obèse est présente. J'ai eu l'honneur et l'avantage de rencontrer Nathalie Godard à la Haute Autorité de Santé sur la recommandation obésité, anorexie, boulimie sur la Haute Autorité qui est quasiment finie et qui ne devrait pas tarder à sortir. Donc ça a été effectivement anorexie. Il y a des troncs communs, mine de rien, avec l'obésité. Boulimie, oui, ça fait partie aussi de la problématique de l'obésité. Et puis l'obésité, voilà. On est en surpoids, en obésité. La moitié de la population en France, les chiffres ne font que croître. Donc voilà, je vais essayer de faire simple, court et efficace. Et je rappelle, je suis patiente et non soignant. Donc merci pour l'indulgence. Donc juste pour présenter un petit peu qui nous sommes, donc j'ai créé le collectif il y a environ 16 ans. Ça fait 20 ans que je fais du bénévolat, donc je fais partie, je ne sais pas comment les psychiatres pourraient le définir, des tarés frappés. Ça c'est fait. Le collectif a au sein de son corps, j'ai envie de dire, 50 associations. On est de loi 1901, on est à but non lucratif. On ne prend pas toutes les associations. On est agréé par le ministère de la Santé, on est agréé par la CAF America, qui est un label qualité au niveau international sur le travail qui est fait. On travaille également avec l'EASO, qui est au niveau du Parlement européen de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on a la lourde charge de représenter le pays français au niveau européen. On est membre expert de plusieurs groupes de travail au niveau du ministère de la Santé. Donc je vais vous sortir des acronymes, je pense que vous les connaissez. DGS, ça marche ? Ouais, DGOS, donc HAS, Haute Autorité de Santé, Plan National Nutrition Santé, Plan Obésité, et puis les ARS. On est également au niveau d'un groupe de travail qui est le CNA, qui est une commission interministérielle sous la tutelle de 4 ministères, qui est le Conseil national de l'alimentation, donc ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture et Alimentation. Nous avons également l'agriculture et puis l'écologie. J'ai dû en oublier un. Et nous avons fait 2 commissions présidentielles qui étaient le plan obésité, que j'espère que pour certains connaissez, et puis les états généraux de l'alimentation, qui continuent toujours à travailler à travers évidemment le CNA. Et j'interviens dans différents diplômes universitaires. Alors, le parcours de soins idéal de la part du patient. Parce qu'effectivement, ce que je réexpliquais à table tout à l'heure, il y a le monde des soignants, avec ce que vous avez appris, et puis votre objectif qui est de nous sauver la vie. Et en ça, déjà, merci. Et puis, il y a le monde du patient, qui lui vit dans sa bulle et vit dans son monde, et qui pour lui, les objectifs vont être un peu différents, voire complètement différents. Donc en fait, il va falloir réussir à regrouper ces 2 mondes qui peuvent paraître parfois très différents et très lointains. Et le langage des uns ne peut très bien ne pas être compris du langage des autres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pub pour Babel, où vous avez un espèce de monstre qui arrive et qui essaye de parler d'une langue un peu bizarre. Ça vous parle ou pas ? C'est à peu près ça. Je la fais courte, mais c'est à peu près ça.
Donc en termes de soins, on a besoin évidemment des médecins, des psychiatres, des psychologues, des diététiciens, des infirmières, des APA, de l'ETP, et de l'ETP bienveillante et encadrée, mais ça va faire partir des instances au fur et à mesure qu'on va avancer. On en a beaucoup parlé à Santé publique France et à l'HCAM, dont le rapport est sorti et a été publié. Et également les patients experts qui doivent être aussi visés et, j'ai envie de dire, choisis dans leur côté bienveillant sur ce qu'ils peuvent faire. Et puis on a tout le côté promotion à la santé. Parce qu'en fait, quelque part, la promotion à la santé, c'est aussi hyper important, c'est l'environnement. Donc là, on a les associations, on a les éducateurs, on a les services sociaux qui sont aussi hyper importants dans le pratico-pratique. Moi, on m'appelle de temps en temps en me disant à la Pitié-Salpêtrière, j'ai un problème, j'ai un patient, mais je n'ai pas les vêtements qui vont pour le patient. Parce qu'en fait, sa taille, on n'arrive pas à trouver des vêtements à sa taille. Et puis, en fait, il est complètement perdu. Donc, il faut réussir à l'aider. On a aussi le problème de la ville, on a le problème des transports, parce que finalement, il faut réussir à bouger avec son corps, à bouger en sécurité, à bouger avec plaisir, à bouger avec envie. Et ça passe effectivement par les transports, ça passe aussi par l'hébergement. On a fait 2 ans de recherche avec le CHRU de Lille sur alors Lille, le Schnorr, voyez. Et en fait, il y a un bassin d'obésité dans le pays du Nord qui est effectivement plus important. Il y a aussi des bassins dans le Sud, mais le Nord est vraiment positionné. Et on s'est rendu compte que finalement, en faisant de la recherche, le garde-manger, où était posé le garde-manger, où était posée la table, où était posée la télé, où était posé l'endroit où on cuisinait. Et puis on s'est aussi rendu compte que finalement, le côté cuisine va être peut-être délaissé, mais alors le garde-manger, il va être surdimensionné. Et en fait, il n'y a pas de transmission intergénérationnelle entre les parents qui cuisinent et les enfants. Et c'est hyper important. Et ça fait partie de notre identité, ce sont des choses qu'on perd. Donc en fait, voilà, comment on va cuisiner des choses. Et quand vous impliquez les enfants sur la conception du repas, finalement, ils vont le faire différemment, ils vont manger avec beaucoup plus de plaisir, et en disant c'est moi qui l'ai fait. Et puis quand vous cuisinez, quelque part, vous mangez un peu moins. Je parle obésité. Donc je ne sais pas si pour l'anorexie, ça peut aussi solliciter des envies de pouvoir passer à table après. Affaire à suivre. Éducation nationale, on en a grandement besoin. Je parle pour l'obésité, mais aussi on a besoin du ministère des Sports, de la jeunesse et des sports, pour faire de l'activité physique. Je parle volontairement d'activité physique et pas de sport où vous êtes à des niveaux planétaires, enfin hors planète, parce qu'en fait on n'est pas dans la compétition, on doit être dans le plaisir et dans le plaisir de bouger son corps. Et puis l'agroalimentaire. Alors l'agroalimentaire, je pense que vous êtes tous au courant des scandales sanitaires avec les 2 bêtes de Pologne parce qu'elles ont été frappées, etc. Ça n'aide pas la population à avoir un côté sécuritaire sur ce qu'ils mangent. Il y a de plus en plus de défiance, et on a de plus en plus de défiance, à juste titre, sur ce qu'on nous met dans la nourriture. Et ça, c'est pas possible, parce que toucher à la nourriture, c'est toucher à ce que nous sommes nous-mêmes, et sur cette forme de sécurité qu'on doit transmettre et qu'on doit avoir. Alors ça, c'est un petit schéma qu'Arnaud Badevant a présenté encore la semaine dernière, sur finalement, dans ce parcours de vie, il y a qui ? Il y a qui, il y a quoi ? Je ne sais pas si vous réussissez bien à le voir. On a la partie événement, ça voilà, vous l'avez très clairement identifié plein de fois durant la journée. Il y a la partie environnement, il y a la partie médicaments, chirurgie, il y a les modes de vie, il y a effectivement le côté maternel, il y a l'alimentation, il y a le tissu adipeux, et puis pourquoi on va être gros, et puis pourquoi le voisin d'à côté qui va manger 4 fois comme vous va pas l'être. Ça, c'est quand même ballot, on n'est pas égaux là-dessus. Et en fait, là où on a un problème, c'est on parlait de discrimination aussi, on a une très très forte discrimination de la part de la population. Parce que finalement, on représente ce que certains ne veulent absolument pas être. Et quand je vous dis absolument, c'est absolument. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, à me soigner et que j'ai commencé à perdre du poids, une fois, je ne sais pas, vous vous souvenez, les grèves de 95, et puis il n'y a rien qui circulait, c'était abominable. Et puis, je perds du poids 5-6 ans après. Et là, tout d'un coup, dans une manif, alors je me suis dit, Sophie, tu n'as aucun problème, personne ne va te toucher.
Et tout d'un coup, je reçois un coup d'épaule. Et j'allais faire ma consultation chez mon endocrino. Elle m'a vu arriver en pleurs. Puis elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, tu te rends pas compte, on m'a touchée. Et elle me dit, mais on t'a touché, on t'a touché. J'ai dit, non, on m'a bousculée. Donc, je fais partie du groupe. Ça y est, je suis introduite comme personne ayant le droit de vivre avec vous. Donc, c'était un moment émouvant. Et puis, quelque part, je me dis, vas-y, ma fille, continue, bats-toi. Ce qu'on veut, nous, en tant que patients, c'est finalement connaître les raisons pour lesquelles il faut se soigner. Parce qu'au moment où on est en crise, au moment où on ne va pas bien, au moment où on est au fond du fond, on se demande où se trouve la lumière et on ne la voit pas du tout. Et puis on se dit, mais à quoi ça sert? Et en fait, là où on a un gros décalage dans le temps, c'est qu'on est enfermé et écrasé sous cette souffrance et qu'on ne se projette absolument pas dans un temps moyen ou dans un temps beaucoup plus loin. Et si un jour j'étais vieille et que je pouvais être heureuse? Alors ça n'existe pas du tout. Ça ne fait pas partie de ce schéma-là. Donc en fait, essayer de trouver de la bienveillance, et ça c'est quelque chose qui est hyper important. La prise en charge de la douleur, vous l'avez dit, elle est à la fois physique et psychologique. Attendez, je reprends mes notes parce que j'avais entouré des choses. La discrimination. Alors la discrimination, je suis en train de travailler avec une chercheuse qui est anorexique, et elle me dit, je ne sais pas ce qui est plus discriminant, si c'est toi ou si c'est moi. Est-ce que finalement c'est l'anorexie qui va faire pleurer dans les chaumières, ou est-ce que ça va être toi qui va être jugé comme étant le gros de service? Donc j'ai dit, écoute, je ne sais pas, on va faire un test, on va faire un DU toutes les deux, puis on va voir comment ça va fonctionner dans le fond. Mais effectivement, la discrimination, le regard, l'inquisition. Et pour revenir sur ce qui était dit, et je fais très vite, sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de pire que le lâcher des réseaux sociaux. Rien de pire. Et ça pèse à un point. Quand les gens ont la franchise de nous dire en face le mal-être qu'ils ont à nous regarder, j'ai dit au moins il les a ou elle les a pour nous le dire. Mais en attendant, tu juges, mais toi tu es qui? Et ça, il faut avoir la force de le rebalancer après derrière. Il y a la souffrance physique et morale. On a aussi le repérage des bons praticiens et des bonnes pratiques. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la population, que vous êtes enfermé dans votre souffrance et que vous trouvez l'ombre d'un instant, la force d'aller consulter un médecin, vous dites qui va être en capacité, je vais peut-être m'envoyer des patates après, hein, c'est pas grave, ou des tomates, je vais faire grincer des mâchoires. Qui est bon? Qui va être en capacité de comprendre où sont nos problèmes? Qui va être en moyen, moi qui est en train de faire un geste surhumain, qui est de chercher le bon praticien, sur lequel je vais lui donner ma souffrance et ma vie, où il est celui-là? Et en fait, ça a déclenché beaucoup de travail et énormément de travail qui vont être à venir sur où vous êtes, comment vous identifiez. Et puis au milieu de tout ça, c'est comment nous, on peut rester en tant que patient dans une motivation positive, c'est-à-dire commencer à être observant de ce qui se passe. Et puis il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, la temporalité sur ce qui existe maintenant, ce qui va exister dans un futur, et dans un futur beaucoup plus loin. On a besoin de transparence, on a besoin d'informations vulgarisées et accessibles à la population, notamment accessibles aux patients et accessibles aux aidants. Ne jamais oublier les aidants, ils sont primordiaux et les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs tripes. On a besoin de ça, et on a besoin de ça de façon, j'ai envie de dire, urgente et criante, et sur la totalité de la population. On a besoin aussi d'avoir une participation active des patients dans l'évaluation des établissements de santé. Alors là, je lève un loup. C'est-à-dire qu'étant groupe de travail, ça fait 2 ans que je travaille avec un groupe de travail, et je travaille aussi avec l'Institut Montaigne sur la valeur et les indicateurs des actes médicaux et chirurgicaux. C'est-à-dire que là, il y a la T2A, ça vous la connaissez, et puis après, en fait, on se dit, mais est-ce que la T2A, c'est ça le système? Est-ce que sur les maladies chroniques, ce n'est pas finalement un forfait qu'il faudrait, sur lequel on inclut aussi la problématique des, s'il y a un souci, on prend en compte les problématiques, les réinterventions, etc. Donc ça, on est en train de travailler, la HAS va s'en emparer, et il n'y a pas que la HAS qui s'en empare. Donc c'est quelque chose qui va venir et qui est en train de venir.
La possibilité aussi aux patients de s'informer et de comparer les établissements et les services. On a besoin de savoir que finalement, là, on ne sait pas pourquoi, mais alors on prend mieux en charge les patients parce que les résultats sont meilleurs. Donc, être en capacité de voir qui fait bien les choses. Je prends un exemple. En chirurgie bariatrique, il y a 450 centres de chirurgie bariatrique en France. Quand je discute avec les chirurgiens, je leur dis « Tu fais combien d'actes à l'année ?» Alors, on va de 10-15 actes à 300-450 actes par an. Quelqu'un qui opère 400 patients par an n'aura pas du tout la même vitesse opératoire, n'aura pas du tout les mêmes gestes, n'aura pas du tout la même vision de gérer la problématique chirurgicale en cas de fistule ou en cas de problématique cardiaque. C'est exactement la même chose sur toutes les autres pathologies. Et tout ça, vous les connaissez déjà, c'est la publication dans l'Express et dans le Point. Les meilleurs établissements, etc. etc. Moi, j'ai fait une table ronde avec un des journalistes, puis je lui ai dit, c'est quoi tes indicateurs? Et quand il a commencé à me dire ses indicateurs, je dis, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Parce que les indicateurs des patients, ce n'est pas les indicateurs de la presse. Et puis, je rappelle que moi, je suis une patiente, mais vous êtes tous des patients. Donc, le jour où vous avez besoin du système de santé, vous êtes encore plus exigeant parce que vous le connaissez. Mis à part que votre connaissance, ce n'est pas parce qu'on n'a pas cette connaissance en tant que patient et qu'on est un CRP -, qu'on n'a pas le droit à avoir cette qualité de soins. Donc, je dirais que la signification, c'est déjà le soin de soi, c'est l'amour de soi. Se soigner, c'est avoir le souci de s'aimer et de s'aimer enfin. Et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de pathologie, c'est bon pour tout le monde. Qu'il faut aussi se projeter dans le temps et de se dire que je le vaux bien. Donc ça peut vous rappeler L'Oréal. Je perçois rien de L'Oréal. Hein. Et puis de se dire qu'il faut s'impliquer dans le temps, il faut s'impliquer longtemps dans le temps. En conclusion, les personnes, quand ils viennent en consultation, elles ont une histoire. Et ça a été dit ce matin et cet après-midi, prenez en compte l'historique, parce que ça ne vient pas de nulle part. Il faut également une prise en charge qui porte sur un processus qui va évoluer dans le temps. Ce n'est pas figé, ça va évoluer. Qu'il faut faire de la prévention, de l'ETP. Il faut également du sport santé, des maisons de santé. Nous, on a déposé un rapport au ministère de la Santé il y a un petit peu plus d'1 an là-dessus. Il faut participer, la participation des patients et des aidants dans la vie, dans le système de soins est primordiale. La pertinence de la valeur des soins, ça, j'enfoncerai le clou à fond. Moi, je préfère un médecin qui me dit « Je ne sais pas, je ne connais pas, je te renvoie vers quelqu'un ». Ça m'est déjà arrivé, je lui dis « Merci ». Il m'a regardé, il s'est dit « Elle se fout de ma gueule ». Je lui dis « Non, pas du tout ». Parce que là, en fait, vous êtes dans ma sécurisation. Et je reconnais, on ne peut pas être bon en tout, on ne peut pas tout connaître. La visibilité, effectivement, des professionnels de santé sur les bons parcours, les bonnes pathologies. Élaborer et rendre visible le réseau de santé ville-hôpital. N'oubliez pas une chose, c'est que lorsque votre patient il quitte un établissement de santé, il retourne à la vie réelle. Et à la vie réelle, on a besoin de réseau. C'est le pharmacien, c'est le médecin généraliste, c'est le kiné, c'est l'infirmière, c'est l'IDE. On a besoin de ça. Et là, on a un talon d'Achille qui est complètement abîmé là-dessus. Et puis surtout, j'ai envie de dire, humilité, humanité, empathie et doudounage du patient et des soignants. Parce qu'on a besoin que vous soyez là, on a besoin que vous alliez bien, et puis on a besoin que vous soyez en vie aussi. Je pense au suicide d'un praticien dimanche. Merci.